Docteur Christian Lehmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste à Poissy, même si vous allez prendre très, très bientôt votre retraite. Vous êtes aussi écrivain, auteur de romans. Il y a eu La Tribu, adapté par Yves Boisset au cinéma, L'Évangile selon Caïn, d'essais sur votre métier, comme Passion si vous saviez. Et puis vous tenez aussi une chronique sur l'IB depuis le début de l'épidémie de la Covid. Et puis après avoir mis sur pied une consultation spécifique d'ailleurs sur cette Covid à Poissy, vous plaidez aujourd'hui pour un assouplissement des conditions de vaccination. Alors, on va commencer tout de suite par ça. Il semble que vous ayez été entendu, que les médecins de terrain comme vous aient été entendus par le gouvernement. Alors, les médecins de terrain et les élus. Parce que, par exemple, le maire de ma ville, Carl Olive, a lancé une pétition avec 200 maires divers droite, divers gauche, en disant à l'État, écoutez, de la même manière qu'on s'est pris en charge et qu'on a réussi à monter des centres Covid au début du confinement, sans attendre que vous nous en donniez la permission et sans attendre l'ARS, on est capable de mettre en place des centres de vaccination contre la Covid, même si c'est une logistique qui est extrêmement compliquée et que normalement, c'est de l'État que ça devrait descendre. On a un État qui est très puissant, on a une haute autorité de santé, un ministère, on a tout ça. Et au moment où il faut mettre la logistique, certes complexe, d'une vaccination pour la population, on a des gens qui ont l'air d'être tétanisés, qui s'asseyent sur leurs mains, qui regardent le stock de vaccins en disant il est là, il ne faut surtout pas aller trop vite. C'est pas comme si on avait une pandémie qui a mis la planète à l'arrêt depuis 9 mois. On va regarder nos doses en étant fiers qu'elles soient là. Alors évidemment, ça se heurte à la réalité, comme je crois que c'est Lacan qui disait, le réel, c'est quand on se cogne, quand on voit comment ça se passe dans les autres pays et qu'on voit qu'en France, au bout d'une semaine, on avait glorieusement vacciné 500 personnes. À ce moment-là, le président de la République nous dit qu'il a pris quelqu'un, un chef de logistique de chez McKinsey. Enfin, c'est du délire complet. On a un État ou bien on est un pays complètement à la ramasse dans un coin perdu. Donc, comme d'habitude, c'est du terrain que ça vient. Et on se retrouve coincé sur des protocoles dont certains sont utiles certainement, mais qui sont faramineux et qui font perdre énormément de temps. Alors justement, oui, on a mis en cause beaucoup la bureaucratie. Alors les chiffres sont terribles. Hein. Les derniers chiffres, c'était 2000 vaccinations en France contre 300 000 en Allemagne. Et en Allemagne, les gens protestent en disant que ça ne va pas déjà assez vite. Est-ce que justement, dans votre exercice quotidien, vous avez été gêné par cette bureaucratie française qu'on incrimine aujourd'hui dans la lenteur de la vaccination? Excusez-moi. Pour ce qui est de la vaccination, non, puisque nous n'avons pas encore commencé à vacciner. Oui. Mais ça fait des années que le métier que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire une médecine générale de l'individu, s'est heurté à des vexations administratives supplémentaires qui n'aidaient pas forcément à fonctionner. Et je dirais même que ce qu'il y a eu d'intéressant, si j'ose dire, dans cette pandémie, c'est qu'au départ, dans la mesure où ces gens qui pondent des protocoles de 15 pages pour s'essuyer les mains se sont retrouvés tétanisés dans leur bureau avec un stock d'Imodium et que c'est nous, les soignants de première ligne, les urgentistes, les réanimateurs, les médecins hospitaliers, les médecins généralistes, les infirmières, les aides-soignants, c'est nous qui sommes montés au front. Je veux dire, ce que j'ai fait quand j'ai vu arriver le confinement, c'est prendre mon téléphone et appeler le maire de ma ville et se dire qu'est-ce que nous, ensemble, on peut faire pour les 38 000 personnes à peu près de la municipalité. Et on l'a fait. On l'a fait avec les bonnes volontés, on l'a fait avec la réserve sanitaire, on l'a fait avec les agents de mairie. Et l'ARS et le reste a suivi. Parce que ça venait du terrain. Là, l'État est totalement angoissé parce qu'il ne sait pas parler aux Français. Il ne sait pas parler un langage de confiance. Or, dans les instituts de sondage, Cevipof, etc., qui a la confiance des Français? Parmi les élus locaux, uniquement à 90%, et parmi le reste des classes de la société, en général, l'hôpital, et puis les médecins de ville à peu près au même niveau. En fait, ça fait des semaines que les gens me demandent « Et vous, docteur, qu'est-ce que vous feriez avec le vaccin ?» Et je leur ai répondu au fur et à mesure. Pour le moment, on n'en a pas.
Pour le moment, je n'ai que des données commerciales du laboratoire, puis j'ai eu les données scientifiques, on a pu les regarder ensemble et les disséquer avec des collègues dont c'est le métier qui ont pu répondre à mes questions, et je leur dis aujourd'hui, si le vaccin était disponible cet après-midi, je me ferai vacciner cet après-midi sans souci. Alors justement, c'est intéressant parce que c'est vrai que peut-être que les mesures et le retard qu'on constate aujourd'hui, les mesures ont été annoncées fin novembre, c'est-à-dire à un moment où il y avait un grand scepticisme de l'opinion sur le vaccin. Pourtant, cet ARN messager, c'est absolument génial, non? Alors, on va se retrouver à faire comme Michel Chevalet, comment ça marche. Les questions qu'on pose au sujet de l'ARN messager, c'est « mes docteurs ». Et je comprends, hein, ce n'est pas du tout des questions idiotes et je ne m'en moque pas. C'est docteurs en général. Un vaccin, ça met 12 ans. Là, ils l'ont fait en 1 an. Ben oui, mais là, on se retrouve avec une pandémie qui bloque le monde entier et on se retrouve avec l'ensemble des scientifiques et des médecins qui travaillent en virologie, sur la vaccination, qui travaillent ensemble. En l'espace de, je crois, 1 semaine, 2 semaines, le séquençage du virus, était connu, il était partagé avec tous les scientifiques de la planète. Les gens ont travaillé ensemble. Alors, on n'est pas chez Oui et les bisounours, hein, évidemment que les laboratoires veulent gagner de l'argent. Mais en dehors de cette bataille entre laboratoires, il faut comprendre que les scientifiques ont échangé des données, ont publié beaucoup, se sont engueulés parfois sur ce que signifiaient les données qu'ils avaient. Et donc, on a, j'ai envie de dire, le génie humain, l'ensemble de ces scientifiques qui travaillent là-dessus. Donc, évidemment, ça va plus vite. Ensuite, les procédures ont été respectées sur le plan scientifique, mais sur le plan administratif, les administrations, excusez-moi, se sont bougées les fesses. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, elles lisaient les documents, elles n'attendaient pas d'avoir les documents à la fin. Et de la même manière, les laboratoires n'ont pas attendu une autorisation de mise sur le marché pour commencer à penser à produire. Ils ont commencé à produire en sachant que ça pouvait être à perte s'ils n'avaient pas l'autorisation de mise sur le marché. Donc, une énorme quantité de scientifiques travaillant tous ensemble dans un but commun face à une pandémie qui bloquait la planète. Des sommes d'argent considérables mises à leur disposition par les gouvernements parce qu'il en allait de la survie des gens et de l'économie. Des procédures administratives qui ont été respectées mais qui se bougeaient rapidement, des usines de production qui allaient vite, et alors une technologie qui est celle du vaccin ARN messager, qui permet d'affiner la technique en l'espace de quelques heures ou de quelques jours, là où les techniques qu'on appelle traditionnelles, plus anciennes, nécessitaient d'injecter certaines choses dans des œufs, d'attendre que ça pousse, etc., et donc étaient beaucoup plus longues. Donc on est arrivé de quelque chose qui pouvait durer 10-12 ans à cette technologie qui a été mise en place en l'espace d'1 an à peu près, ce qui est excellent, mais il faut savoir qu'au fur et à mesure des années, la durée pour faire un vaccin avait diminué. Et par exemple, pour Ebola, dont on a beaucoup parlé parce que ça fait très peur, mais en même temps, ça n'est qu'en Afrique, donc on n'a pas trop regardé. Pour Ebola, la distance avait déjà été extrêmement diminuée. Et pourtant, il n'y avait pas tous les éléments qu'il y a ici. L'ensemble des scientifiques travaillant sur ce vaccin et les gouvernements ouvrant les vannes financières pour que ces scientifiques puissent avoir accès à toutes les machines dont ils avaient besoin pour avancer le plus vite possible. Alors, il y a deux grands vaccins à ARN messager, hein, c'est Pfizer et Moderna. Sanofi travaille sur un autre protocole et qui sera, comme vous le dites, probablement un peu plus long à mettre au point. L'urgence aujourd'hui, c'est quoi? Ça serait d'abord, selon vous, de vacciner les personnels de santé, parce que c'est eux qui sont dans le combat en premier rang. Alors, je pense que c'est extrêmement complexe à déterminer. Et j'ai pas du tout vocation à dire que j'ai la solution. Mais je vais essayer de réfléchir avec vous. Pourquoi on a confiné et pourquoi on a mis le pays à l'arrêt avec ce qui, à mon avis, était nécessaire, mais avec ce que ça entraîne de souffrance morale, de difficultés financières, de faillite pour certains. On l'a fait parce qu'on a dit on est au taquet. Si on continue comme ça, si on ne confine pas, les réanimations vont être submergées et il y a des gens qui mourront parce qu'on ne pourra pas s'occuper d'eux. OK ? Qu'est-ce qui peut submerger les réas aujourd'hui ?
Éventuellement, le fait que le personnel tombe malade, il y a un énorme absentéisme parce que les uns après les autres, les médecins, les infirmiers, les gens qui y travaillent, après 9 mois de difficulté, d'avoir eu pour certains à travailler avec des sacs en plastique et des masques quand ils en trouvaient, sont épuisés. Il y a des contaminations chez les soignants. Il me semble qu'il est important pour l'ensemble de la population de commencer par vacciner les soignants volontaires. Et j'ai presque envie de dire quel que soit leur âge, parce qu'on dit bon, on va vacciner les soignants qui sont âgés, qui ont plus de 60 ou de 50 ans. Mais la réalité, c'est que dans beaucoup de services de réanimation, d'urgence, de pneumologie, etc., les médecins les plus jeunes sont allés au front et ont mis les médecins plus âgés éventuellement dans des postes un petit peu moins exposés. Or, ces soignants plus jeunes, ils ont des enfants, ils ont des conjoints, ils peuvent eux-mêmes être vulnérables ou avoir quelqu'un de vulnérable dans leur entourage, un parent, un conjoint, dans la mesure où ils sont ceux qui sont le plus en danger. C'est pas les seuls, hein. J'oublie pas les livreurs, les caissiers, les policiers, etc. Il y a plein de gens qui sont au contact. Mais si on nous dit que si on a confiné, c'est parce qu'il fallait éviter la submersion des réanimations, il me semble évident que les personnels d'urgence doivent être prioritaires parce qu'ils sont au contact. Et probablement les médecins généralistes, les infirmiers aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, dans le même temps, continuer le développement de la vaccination en EHPAD. Mais le développement de la vaccination en EHPAD a été mis en place par le gouvernement, à mon avis, moins par le fait que ces gens étaient vraiment en danger, que parce que c'était un univers clos dans lequel le gouvernement pensait qu'il n'y aurait pas de problème et qu'on pourrait commencer comme ça tranquillement. Ce qui donne du grain à moudre aux complotistes qui disent oui, après avoir tué nos vieux au Rivotril, maintenant ils vont expérimenter le vaccin sur des cobayes, ce qui n'est pas du tout le cas. On essaye de protéger des gens qui pourraient en mourir. Mais ça a été tellement mal fait au niveau logistique que parce qu'il faut un consentement, il n'est pas question de vacciner quelqu'un sans son accord, et que souvent une bonne partie des gens qui sont en EHPAD n'ont pas toutes leurs facultés, donc ils ont un membre de la famille qui sert de personne de confiance, ou ils ont un tuteur ou un curateur, et les tuteurs, plusieurs jours après que ça ait commencé, ont fait une grande lettre en disant « Ah ben nous, on prend pas cette responsabilité, c'est une responsabilité médicale, on n'a pas les moyens. » C'est-à-dire, on a tous ces organismes ont mis en place cette procédure extrêmement lourde sans jamais se tourner vers les gens dont ils auraient besoin en disant voilà, on va vous demander à vous le consentement éventuellement pour votre patient, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que ça vous pose problème? Il est tout à fait cohérent que les tuteurs disent nous n'avons pas de formation médicale, c'est complexe pour nous de le faire, mais il aurait peut-être fallu s'en rendre compte avant d'avoir fait semblant de lancer cette vaccination qui donc n'avance pas, puisque les vaccins sont censés être disponibles. Et on avait, tout en claironnant qu'on commençait par les EHPAD, à la fin de la première semaine, 500 personnes vaccinées. Alors, il y a donc l'urgence pour les personnels de santé. Pour le grand public, alors, par exemple, à Poissy, avec le maire Carl Olive, quel serait ce que vous souhaiteriez mettre en place, c'est quoi? Patrice, tout dépend de l'approvisionnement en vaccins, d'accord? Oui. Et moi, si on a des vaccins. Moi, je ne suis pas au ministère et je ne le connais pas. Ce que je dis, c'est que plutôt que de ne rien faire et de regarder nos doses, si vraiment on avait 500 000 doses la semaine dernière, s'il y a 580 000 doses qui doivent arriver aujourd'hui, on peut commencer à faire des centres vaccinaux dans lesquels on vaccine les soignants, on vaccine les personnes vulnérables, les médecins généralistes peuvent contacter certains de leurs patients dont ils savent éventuellement qu'ils sont vulnérables et volontaires, je dis bien et volontaires, les faire venir et commencer à les vacciner. Ce sera une logistique complexe pour plusieurs raisons. Vous l'avez compris, le vaccin ne subsiste hors de super frigo à moins 80 que pendant 5 jours. Il y a une préparation à faire. Avec une fiole, on peut faire 5 voire 6 doses de vaccin. Le vaccin doit être préparé méticuleusement. Il ne faut pas taper, par exemple, dans la seringue, comme on le fait parfois pour enlever les bulles d'air, parce qu'il y a des petites particules de lipides autour de l'ARN messager qui peuvent être brisées. Donc, ça nécessite de faire vraiment attention. On peut vacciner 5 personnes, j'ai envie de dire, dans le même
temps, il faut avoir les bonnes aiguilles, il faut avoir les bonnes seringues, c'est pas le cas partout. Et il faut rester 15 minutes avec les gens, voir si ça se passe bien, puisqu'il y a de rarissimes cas, de réactions allergiques ou de malaise, comme il peut y en avoir après n'importe quel vaccin. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, sans avoir été sur le terrain, sans avoir commencé, où ça peut coincer. Je dis que c'est en y allant, en commençant doucement, à petite dose, qu'on peut commencer petit à petit, vacciner un certain nombre de personnes, voir ce qui coince, améliorer les choses au niveau de la chaîne logistique et se mettre en route. On aurait pu penser, qu'en Allemagne, faire différemment, avoir des gens qui avaient déjà préparé tout ce qu'il fallait et juste arriver. Non, il va falloir, si j'ose dire, inventer la logistique nous-mêmes, puisque l'État est incapable de le faire. Alors, on me répondra, oui, mais on a déjà eu les vaccinodromes Bachelot en 2009 oui. Et ça n'a pas marché. Alors, je vais donner la grosse différence entre les deux. En 2009, Roselyne Bachelot passe à la télévision et dit « Vous serez vaccinés en vaccinodrome, pas par vos médecins. Parce que vos médecins, à qui vous faites confiance toute votre vie, ils sont totalement infoutus de respecter la chaîne du froid. » D'accord ? Et ensuite, quand elle commence la vaccination en novembre 2009, la grippe H1N1 qui est arrivée dans l'hémisphère sud en mars-avril et qui a fait peur à tout le monde, a déjà, au bout de quelques mois, montré qu'elle était moins grave que prévu. Je rappelle un fait. Au début du mois de septembre, les Anglais ont un prototype de vaccin. Ils veulent l'essayer sur des volontaires. Il y a plein de jeunes qui y vont. Et on découvre que ces jeunes qui sont en bonne santé, qui ne se sont pas sentis malades, ont des anticorps contre H1N1, c'est-à-dire que dans l'immense majorité des cas, 70% d'entre eux ont fait une forme asymptomatique. À partir de ce moment-là, évacuer les médecins généralistes et les infirmiers de ville que les patients connaissent pour une maladie qui n'est pas une pandémie grave, évidemment, ça a foiré. Aujourd'hui, c'est très différent. On a l'ensemble des pays du monde qui ont été mis à l'arrêt. On a une maladie qui peut être invalidante et donner des Covid longs, qui peut tuer des gens malheureusement parfois jeunes, même si c'est plutôt des gens âgés. On a des soignants de ville qui se sont d'eux-mêmes impliqués et qui ont créé des Covidromes, des centres Covid, sans qu'on leur demande quelque chose. Et donc, vous vous souviendrez peut-être que Roselyne Bachelot, toujours, est passée devant l'Assemblée nationale pour dire « Mais c'est quoi ce pays qui a besoin qu'on l'aide? Comment ça, les médecins n'ont pas de masque et pas de blouse? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on leur apporte ça dans une petite brouette ?» Ben non, Roselyne, on ne vous demande rien, en fait. On ne vous demande rien parce qu'on se rend compte que vous êtes incapable. Donc on va faire, et on va faire sans vos brouettes. Alors, dernière question, parce qu'il y a cette urgence, évidemment, urgence et pour l'économie, parce qu'on sait qu'on perd à peu près un milliard chaque jour à cause de ce virus. Et puis, il y a cette nouvelle souche qui a contaminé, semble-t-il, l'Angleterre, qui arrive en France, qui est, semble-t-il, plus contagieuse que la première. Est-ce que ça... D'abord, est-ce que ça n'aggrave pas la situation d'urgence pour la vaccination? Et deuxièmement, est-ce qu'on entend beaucoup de médecins dire cette deuxième vague avec ce nouveau virus va être terrible, il va falloir reconfiner totalement et durement, comme l'a fait l'Angleterre. Quel est votre sentiment sur ces deux sujets? Je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, je ne dis pas. Je pense que de ce qu'on a compris, le variant anglais, il y a plusieurs mutations souvent, mais ce variant qu'on appelle le variant anglais, qui n'est d'ailleurs pas un variant anglais, parce qu'il a été trouvé dans d'autres pays, Afrique du Sud, ailleurs, etc. Simplement, les Anglais, eux, quand ils font des PCR, ils font aussi des séquençages, donc ils se sont rendus compte qu'il y avait un variant. Nous, on n'en fait pas. Donc ça nous permet de dire que c'est chez les Anglais, mais il était peut-être déjà là avant. Simplement, on se rend compte, disons qu'en Europe, il y a un nouveau variant qui semble être légèrement plus contagieux, ou plus contagieux. En Angleterre, il n'y avait pas de confinement, les bars étaient ouverts, les restaurants étaient ouverts. Ça, plus un virus plus contagieux, ça a donné la situation là-bas d'explosion qui nécessite le confinement. En France, c'est extrêmement dur pour les restaurateurs, c'est extrêmement dur pour les hôteliers, etc. Mais tout ça s'est fermé depuis un moment. Beaucoup de gens ont hurlé contre la fermeture des cinémas, etc. Je les comprends, mais le problème, c'est que ça a limité quand même un petit peu la circulation du virus
Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer en janvier. Et j'ai envie de dire, vous savez, comme dans les films catastrophes américains, ce que vous me demandez, Patrice, c'est, on est déjà en alerte rouge. Est-ce qu'il y a un niveau alerte écarlate avant alerte noire? De toute façon, on est en alerte rouge. Ouais. Même s'il n'y avait pas eu ce nouveau variant, il faut essayer de vacciner rapidement et de manière correcte et cohérente les gens qui sont volontaires. Les gens qui sont volontaires. Il n'est pas question d'aller embêter les autres. Soit il y a un effet d'entraînement, parce que les gens qui sont vaccinés, qui vont bien, seront les ambassadeurs du vaccin. Mais en tout cas, il faut avancer. On ne peut pas rester... C'est pas le problème d'être la risée de l'Europe. Si nous, on avait raison, que les autres avaient tort, ce serait pas grave d'être la risée de l'Europe. C'est juste que ce gouvernement ne sait pas faire du tout, du tout. Merci infiniment, Dr Christian Lehmann, pour cet éclairage. Et voilà, donc on a un espoir quand même, c'est ce vaccin, et que les volontaires puissent se faire vacciner, ça serait une bonne chose. Je résume rapidement votre propos. Merci beaucoup, Christian Lehmann. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.